trouvons à Tanger pour le premier jour du forum Meddays, un forum qui en est à sa 14e édition. Et cette année, le forum revient avec une conférence pleine de thématiques à débattre. Et cette année, la thématique est de crise en crise vers un nouvel ordre mondial. Plusieurs panels ont été organisés, des participants venus des 4 coins du monde pour venir discuter des enjeux auxquels est confrontée l'Afrique. Et justement, pour parler plus en profondeur des conflits auquel est confronté notre continent, je me trouve en compagnie de Madame Thérèse Azeng, qui est économiste et consultante pour l'Union africaine. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Un plaisir partagé. Et j'ai bien vu aujourd'hui, vous avez participé à un panel qui s'intitule « Comment simplifier et restructurer l'intégration continentale, l'architecture de l'intégration continentale ». Tout d'abord, pour vous, est-ce que l'Afrique a aujourd'hui les outils nécessaires pour se diriger vers une meilleure intégration continentale ? À mon avis, oui, je devrais dire. L'Union africaine, et avant l'Union africaine, nous avions déjà l'Organisation de l'unité africaine, dans l'OUA, a une longue tradition de modélisation de son développement. Déjà, depuis la vision des pères fondateurs de l'Union africaine en 1963, nous avons eu beaucoup de plans de développement pensés, architecturés, conçus, pour pouvoir construire le développement en Afrique. Malheureusement, il y a eu des entraves à certaines de ces initiatives qui n'ont pas permis que nous nous retrouvions au niveau souhaité. Depuis quelques années, l'agenda 2063 a été publié et est en train d'être implémenté. Et c'est dans ce cadre justement que nous avons eu la création au 1er janvier 2021 de la zone de libre-échange continentale, parmi d'autres initiatives bien sûr. Donc je pense que nous avons le cadre architectural nécessaire, nous avons aussi les ressources humaines nécessaires et aussi la vision nécessaire, mais maintenant il reste juste à mettre en place concrètement ces différentes initiatives pour réaliser la vision. Alors, vous avez mentionné la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange commercial continental. Est-ce qu'aujourd'hui, la ZLECAf jouit pleinement de son rôle de zone de libre-échange au sein du continent ? Bon, ce que je dois dire, c'est que la ZLECAf est assez récente. Comme je l'ai dit, c'est le 1er janvier 2021. Et vous savez bien qu'en 2021, nous étions encore en plein dans la crise sanitaire de coronavirus. Donc, c'était assez compliqué. Mais quoi qu'il en soit, la ZLECAf a été bâtie sur 15 ans pour qu'à terme, justement, toutes les barrières puissent être levées pour que nous puissions aboutir à une zone de libre-échange, comme le nom l'indique, complète du continent, c'est-à-dire permettre la mobilité et la circulation pleine et entière des marchandises, des services, des personnes, des investissements, etc. Donc, je pense que c'est encore très tôt. Nous sommes encore dans le processus de mise en œuvre de la ZLECAf et les avancées sont assez intéressantes parce que je pense que sur 54 États africains, je pense qu'il en reste 10 qui ne l'ont pas encore lancé officiellement mais dont les accords sont déjà validés. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Vous l'avez mentionné, la ZLECAf permettrait l'échange de biens, d'investissements, qui faciliterait beaucoup plus d'échanges de produits entre différents pays, le commerce en général. Et ça faciliterait également, ça aiderait à bâtir les infrastructures nécessaires au sein de notre continent. Pour vous, quelles sont les priorités aujourd'hui ? Bien, pour la réussite de la ZLECAf, parce que justement c'est pour le développement de l'Afrique bien sûr, il y a quelques prérequis qui sont essentiels dans les conditions de réussite de la ZLECAf. Justement, c'est d'avoir une politique déjà commerciale qui soit idéalement représentée. On va dire qu'il faut harmoniser les politiques douanières, par exemple, des pays, faciliter l'environnement des affaires, puisque la ZLECAf sera mise en œuvre, en fait, pour les investisseurs, c'est-à-dire les acteurs privés. Ce ne sont pas les États, ce sont les États qui ratifient, mais en fait, c'est pour le secteur privé. Donc, il faut aménager un cadre institutionnel favorable à ce que les affaires puissent se faire de manière adéquate. Quand on parle du cadre des affaires, on parle en fait de la législation, de l'état de droit, on parle de droit de propriété, on parle justement des infrastructures routières,
maritime, aérienne, mais surtout aussi de la connectivité, parce que vous savez qu'un gros volet des échanges se fait désormais sur la toile, donc le e-commerce. Donc il faut arranger tout cela. Ça appelle notamment des questions de propriété intellectuelle et aussi de protection des données numériques. Donc c'est tout un ensemble de conditionnalités dont il faut tenir compte spécifiquement. Il y a aussi le volet de la formation qui est capital, puisqu'il faut que les gens sachent utiliser ou alors comprennent les mécanismes qui sont mis en œuvre pour la libre circulation dont nous parlons. Et enfin, l'autre chose qui est essentielle, c'est le nœud des échanges, c'est le volet financier. Ça veut dire les questions monétaires. Malheureusement, en Afrique aujourd'hui, nous avons une quarantaine de monnaies, un peu moins d'une quarantaine, mais ça fait beaucoup. Donc pour échanger de manière libre dans un continent qui se veut ouvert, il faut gérer la question de la monnaie. Peut-être aller vers une monnaie unique, ça va être un peu long. Donc il faut trouver un autre mécanisme de paiement financier qui soit acceptable et viable pour tous. Alors, mis à part votre fonction d'économiste, vous êtes consultante pour l'Union africaine et pour la Commission de l'Union africaine. Quel est votre travail au sein de l'Union africaine quotidiennement et quel est le rôle de la Commission de l'Union africaine dans la réintégration économique des pays, par exemple, ou des pays qui sont en train d'endurer des transitions politiques? Bien, mon travail au sein de l'Union africaine, c'est celui de consultante. Je suis consultante sur des questions de paix et de sécurité, notamment. Donc, je travaille beaucoup avec le département des affaires politiques et de paix et de sécurité. Par le passé, j'ai eu la chance d'avoir été intégrée à l'équipe de recherche en charge de la rédaction de l'agenda 2063. C'était justement le plan de développement dont je parlais précédemment et c'est dans le cadre du département de planification stratégique de l'Union africaine. Concernant la question des transitions politiques en Afrique en ce moment, il faut dire que malheureusement, nous avons l'impression de faire un retour en arrière par rapport aux avancées démocratiques qu'on avait enregistrées dans la plupart des pays africains. Quoi qu'il en soit, il y a certainement des causes aux revendications populaires qu'on observe dans la plupart des pays et il faut tenir compte de cela. Vous savez, l'Afrique est le continent qui est le plus jeune. Nous avons plus de 65% de la population qui a moins de 30 ans. On va me dire moins de 25 ans. Donc, ils ont des aspirations qui leur sont propres et peut-être qu'ils n'arrivent plus à se retrouver dans la vision politique qui leur est proposée à l'heure actuelle. Ou alors, il y a aussi le problème de manque de confiance, de perte de confiance, je vais dire, entre les générations moins âgées et celles qui sont les plus jeunes. Donc, il va falloir établir un pont pour pouvoir comprendre les aspirations des uns et des autres et essayer de pacifier les différentes situations. Bien sûr, on ne généralise pas puisque chaque situation est différente de l'autre. Bien évidemment. Alors, nous allons revenir sur le fait que l'Afrique est le continent qui compte le plus d'organisations sous-régionales, continentales, mais en parallèle, l'Afrique est la région où les processus d'intégration et de régionalisation sont les plus embryonnaires. Comment expliquer ce paradoxe? C'est une question assez problématique dans notre contexte parce que à la base, le continent avait été pensé par les pères fondateurs de l'Union africaine pour réunir les régions selon l'appartenance géographique. Donc à la base, on devait avoir 5 régions pour couvrir justement l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc ça faisait 5 régions. Mais aujourd'hui, nous en avons 8 qui sont reconnues officiellement par l'Union africaine, mais plus si on compte celles qui ne sont pas reconnues. Bon, ça crée un certain niveau, certains problèmes au niveau de l'implémentation de certaines procédures et même de certaines ratifications parce que il y a certains pays qui appartiennent à plusieurs communautés régionales en même temps. Donc ça fait un chevauchement. On est en train de voir progressivement comment réharmoniser certaines. Si je parle du cas de l'Afrique centrale, comment est-ce que par exemple la CEMAC, dans la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, pourrait être combinée à la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEEAC. C'est le cas aussi en Afrique australe, en Afrique de l'Est, etc., où justement il faut trouver un cadre. Mais quoi qu'il en soit, les 8 communautés régionales arrivent à fonctionner
plus ou moins correctement. Évidemment, il y en a celles qui sont plus avancées en termes d'intégration régionale. Quand on voit les différents indicateurs d'intégration, on a la zone d'Afrique de l'Ouest qui est plus dans le bon sens, on va dire. Il y a la communauté d'Afrique de l'Est et aussi la communauté d'Afrique australe. Bon, les autres tardent encore, mais il y a quand même des avancées qu'il faut noter, donc c'est assez intéressant. Donc c'est beaucoup de choses à traiter. Et donc aujourd'hui, c'est votre seconde participation au Forum de Made Days. Vous avez assisté à l'édition précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, les conflits et les enjeux sont toujours les mêmes? Non, pas vraiment, parce que la situation évolue. Le dernier Made Days avait eu lieu en 2019. Et là, la situation sociopolitique mondiale était assez particulière. C'était déjà assez compliqué pour certaines régions du monde et certains pays, évidemment. Mais entre-temps, vous savez bien, en 2020, nous avons eu la pandémie mondiale de coronavirus qui nous a tous ébranlés à différents niveaux, mais qui a touché tous les pays dans l'ensemble des régions du monde. Et en plus de cela, ça a mené à une nouvelle problématisation même du développement des pays. Et aujourd'hui, l'Afrique doit combiner à la fois les crises politiques, crises sociales, crises économiques et maintenant les crises sanitaires. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'Institut Amadeus, dont j'ai l'honneur de faire partie en tant que membre du comité scientifique sur les indices de stabilité, a pensé à ce thème de cette édition-ci, la 14e édition, qui est de crise en crise vers un nouvel ordre mondial. Parce qu'évidemment, on a l'impression qu'il y a un avant 2020 et un après 2020, justement, du fait de la crise à coronavirus. Et bien sûr, évidemment aussi la guerre russo-ukrainienne qui fait qu'exacerber tous ces conflits. Exactement. La guerre russo-ukrainienne vient s'ajouter aux autres guerres qui existent déjà. Il faut pas faire, on va pas croire que il n'y a pas de guerre. Voilà, il n'y a pas de guerre ailleurs. Peut-être les autres n'étaient pas aussi médiatisées ou alors on ne percevait pas les conséquences telles que la crise russo-ukrainienne est en train de nous faire entrevoir. Enfin, on connaît déjà à peu près depuis 9 à 10 mois, depuis le début, le déclenchement de la crise, tous les pays sont touchés à divers niveaux, que ce soit en termes de transport aérien, que ce soit en termes d'approvisionnement, même en pétrole, en gaz, que ce soit en termes de cherté de la vie liée justement à ces facteurs-là, etc., etc. Donc c'est un conflit qui vient s'ajouter aux autres qui existaient déjà sur le continent notamment et dont les conséquences sont assez dramatiques pour les populations. Eh bien, nous espérons en tout cas que ce grand forum sera l'opportunité pour donner à tous les décideurs africains de lancer peut-être des processus de résolution des conflits beaucoup plus concrets, d'arriver à des solutions et trouver des alternatives et même permettre à l'Afrique d'être souveraine en termes de sécurité alimentaire, en termes de sécurité tout simplement. Merci Madame Teresa Zeng d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Et bien sûr, le Made Days, le forum Made Days se poursuit. Pendant plusieurs jours, les panélistes débattront de sujets divers, mais qui sont prioritaires pour mener l'Afrique vers la voie de la prospérité. Et chers téléspectateurs, Made Days continue.